Un maillot jaune blanchi mais qui n'est pas au-dessus de tout soupçon. Le produit qu'a absorbé Delgado n'est pas encore interdit, mais en général il sert à masquer les effets d'autres médicaments dopants qui eux sont prohibés. La BNP n'avait pas averti l'un de ses clients que l'entreprise dont il possédait des obligations allait faire faillite. La banque est considérée comme responsable par la justice. Affaire de la grotte d'Ouvéa, le chef des preneurs d'otages, blessé et décédé pendant son transport, a été victime de sévices graves. C'est la conclusion du rapport demandé par le ministre de la Défense. La Soka Gakkai, une secte qui au Japon a pignon sur rue et qui tente peut-être d'étendre son emprise en France. Pourquoi faire? Réponse dans ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Le Tour de France n'arrive que dimanche à Paris, mais le feuilleton tragicomique qu'il agitait depuis 3 jours est terminé. Le maillot jaune est blanchi, lavé de tout soupçon de dopage, mais il n'est pas tout à fait clair pour autant. En effet, la conclusion de la contre-expertise est ambiguë. Le contrôle antidopage effectué sur le leader espagnol Pedro Delgado était bel et bien positif, mais le produit qu'il avait absorbé n'est pas encore sur la liste des produits interdits par l'Union cycliste internationale. Affaire réglée donc, le scandale est évité de justesse. Mais on a le droit, ce soir, de rester sceptique, car les traces de médicaments retrouvés servent en général à masquer les effets de produits dopants qui, eux, sont strictement prohibés. Sur ce sujet, bien sûr, chacun d'entre nous pourra se faire son opinion. Pour vous y aider, voici les faits du jour. Jean Mamère. Voici résumé tout le trouble du Tour de France. Delgado, le maillot jaune, blanchi, à ses côtés Tenis, la victime aujourd'hui accusée de dopage. Trouble et incompréhension donc exprimés au départ de Clermont-Ferrand par les coureurs, avec le refus de répondre aux ordres du starter. Ils réclament plus de clarté dans les contrôles antidopage, plus d'uniformité aussi, appuyés en cela par leur directeur sportif. Décidément, l'ambiguïté des 2 listes de produits interdits ne convainc pas tout le monde. C'est gênant pour tous les coureurs. De toute façon, on l'a dit, les organisateurs de la course l'ont dit, mais c'est comme ça, tant pis, il a réussi, bravo pour lui, tant mieux pour lui. Qu'est-ce que je veux dire? On sent quand même que chez vous... Chez moi et chez les autres, j'en sais rien, mais bravo, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne s'est pas dopé, parce qu'il n'a pas pris un produit qui n'était pas sur la liste des produits dopants. Ah mais c'est pas un argument, vous le savez très bien. Et oui, qu'on va laisser planer un doute sur le vainqueur du Tour de France. Je n'ai pas à juger ses faits, ses gestes, il est responsable de ses faits et ses gestes, voilà. Delgado, en responsable, ne s'est pas trop montré aujourd'hui, sinon clin d'œil auprès du médecin du Tour de France. L'affaire Delgado, la chaleur, sans doute, avait frappé le peloton d'apathie. Conséquence, un rythme lent et un joli coup à 1 kilomètre de l'arrivée, réalisé par Thierry Marie. En poursuiteur, il apporte la 2e victoire française dans ce Tour 1988. Maigre consolation tout de même. Delgado blanchi, mais un autre coureur sanctionné, le Hollandais Tenis, 4e du classement général, qui vient donc d'être rétrogradé à la 12e place. Le président du comité olympique français, M. Nelson Payou, est très sévère dans cette affaire. Pour lui, eh bien, Delgado s'est bel et bien dopé, quoi qu'on en dise, même si le produit incriminé, qui figure déjà dans la liste des produits interdits par le comité international olympique, ne figure pas encore, je vous l'ai déjà dit, dans celle de l'Union cycliste internationale. Et pour lui, ce sont les organisateurs qui sont coupables, car ils demandent peut-être trop d'efforts aux coureurs. Cela dit, on sait que dans toutes les disciplines, les sportifs peuvent se doper. Mais ce soir, restons-en, si vous le voulez bien, au cyclisme, qui est tout de même l'un des sports les plus durs qui soit. Et pour mieux comprendre pourquoi certains coureurs sont amenés à se doper, il faut savoir que dans ce sport, comme dans d'autres d'ailleurs, le rythme des compétitions et par conséquent les efforts demandés sont sans commune mesure avec ce qui était la réalité il y a encore seulement, disons, une trentaine d'années. Jean-Daniel Flézaquier. Même si on les appelait les forçats de la route, ces légendes vivantes qu'étaient les cyclistes des années d'avant-guerre avaient probablement une vie beaucoup plus facile que les coureurs professionnels actuels. Pélissier, par exemple, aura parcouru 50 000 km dans toute sa carrière, alors qu'Eddy Merckx a fait, lui, plus de 10 fois le tour de la Terre. Dans les années 30, on faisait 30 jours de course en moyenne par an. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un coureur passe plus de 200 jours assis sur sa machine. Et si l'être humain a beaucoup évolué depuis des milliers et des milliers d'années, il y a fort peu de différence dans les capacités physiques entre un coureur des années 20 et un coureur de 1988. Alors quand il faut décupler les efforts, augmenter la résistance, tous les moyens sont bons. Et on en arrive très vite à tricher avec la nature, à se doper. Les résultats sont parfois inquiétants, comme en témoigne une étude menée sur les vainqueurs du Tour de France, ceux qui ont gagné l'épreuve avant la guerre et ceux qui ont gagné cette même épreuve après la guerre. Des résultats qui devraient faire réfléchir plus d'un coureur professionnel aujourd'hui.
Avant la guerre, il dépassait 70 ans, alors que la longévité des Français moyens était de 46 au début du siècle, en 1900, à près de 60 ans en 1940. Parallèlement, après la guerre, la longévité des vainqueurs du Tour s'abaisse à 60 ans, alors que la longévité du Français moyen grimpe à plus de 71 ans. Le dopage existe, preuve en est cette ordonnance délivrée à un cycliste professionnel et qui contient 2 substances à base de cortisone et un anabolisant. Il n'y a pas de solution miracle au dopage, mais en éliminant les faux soigneurs vrais tricheurs, en réduisant le nombre de jours de course et de transfert, en augmentant le temps de récupération, on pourra sans doute faire en sorte que le dopage ne soit plus le sujet roi des détracteurs de la petite reine. Voilà pour ce dossier ce soir. Des informations sur la manière dont s'est déroulée l'évacuation des preneurs d'otages de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Une évacuation pendant laquelle le chef du commando indépendantiste est décédé des suites de ses blessures. Il a été l'objet de sévices graves pendant son transport. C'est la conclusion de l'enquête de commandement ordonnée par le ministre de la Défense, M. Chevènement, et menée pendant 2 semaines en métropole et sur place par 2 généraux supérieurs. Première conséquence de ce rapport que nous sommes en mesure de vous présenter ce soir, l'officier qui avait en charge l'évacuation des preneurs d'otages a été suspendu de cette fonction. Hervé Brusini. 30 mai dernier, Jean-Pierre Chevènement, le ministre de la Défense, déplore des actes contraires à l'honneur militaire. Des négligences ont été commises, dit-il. Il vient tout juste de prendre connaissance du rapport établi par ces 2 hommes, les généraux Berthier et Rouchot, sur l'affaire d'Ouvéa. Premier chapitre de cette enquête, les 3 morts suspectes de la grotte. Sur le cas de Venceslas-Lavelois, il est dit « tout laisse à penser qu'il est également mort au cours de l'action ». Aucune information supplémentaire n'est donnée. Les témoignages des Mélanésiens contredisent cette version. Ils parlent, eux, d'exécution sommaire. Sur les circonstances du décès de Vaina Amossa, le porteur de thé, présent lui aussi dans la grotte, pas un mot. Sur tous ces points donc, bien des questions sont laissées sans réponse. Second chapitre, l'évacuation sanitaire d'Alphonse Dianou, le chef des ravisseurs, ici en t-shirt jaune. Le rapport se montre accablant. Touché au genou par le fusil Riotgun d'un membre du GIGN, Dianou, est-il dit, n'a pas été évacué selon les procédures prévues pour les blessés. C'est ce que déclarent les généraux qui ajoutent qu'à Saint-Joseph, comme lors du transfert, l'officier chargé de l'évacuation rapide des victimes, je cite, se serait laissé aller à frapper violemment les visages des prisonniers, dont celui de Dianou, au dire de plusieurs militaires de la gendarmerie, témoins, ce que ne reconnaît pas l'intéressé. À Ouloup, le médecin de service constate la mort de Dianou. Son visage est tuméfié, précise l'enquête. Il a subi de graves sévices. Conclusion des enquêteurs, il serait préjudiciable à l'armée française, à son moral, à son intégrité, que soit occulté ce qu'a été réellement l'affaire d'Ouvéa. Et les généraux de rappeler l'attaque de la gendarmerie de Fayaoué, la menace qui pesait sur les otages et le succès éclatant, disent-ils, de l'opération de libération. Les violences subies par Alphonse Dianou sont donc officiellement confirmées, mais d'autres, on le sait, sont dénoncées par de nombreux témoins mélanésiens et métropolitains. Sur le comportement des militaires, avant même l'assaut donné à la grotte d'Ouvéa, de nouvelles plaintes devraient être bientôt déposées. Depuis la révolution boursière des années 1983, la France compte un petit peu plus de 3 millions d'actionnaires. Et la décision prise par le tribunal de Paris dans une affaire opposant une banque à un de ses clients a toutes les chances de faire jurisprudence. Elle est importante. Je vous résume l'affaire. Un client de la BNP possède des obligations de la firme Creusot-Loire qui fait faillite sans que le banquier n'avertisse le client. Celui-ci attaque en justice et il gagne. La banque n'a pas fait son devoir, elle aurait dû l'avertir. Ève Mettet. La banque, c'est notre métier. Jean-Jacques Simoneau, client de la BNP depuis 17 ans, n'a pas apprécié du tout que derrière ce slogan publicitaire, sa banque lui ait fait perdre plus de 25 000 francs. Tout commence en 1977. Dans cette agence de Saint-Mandé, près de Paris, Jean-Jacques Simoneau achète 25 obligations de 1000 francs émises par la société Creusot-Loire. Ça lui rapporte 11,3% d'intérêt par an. Le problème, c'est que lorsqu'ayant besoin de liquidité, il décide de vendre ses titres en 1984, Creusot-Loire, le monstre de la sidérurgie, a déposé son bilan. Le titre est radié de la cote. Acheté 25 000 francs 7 ans plus tôt, ces obligations ne valent plus rien du tout.
La BNP vient donc d'être condamnée par la Cour d'appel de Paris pour ne pas avoir informé son client de la mise en règlement judiciaire de Creusot-Loire et du risque de perdre son argent. Une décision qui pourrait donner des idées à d'autres petits porteurs dans des situations similaires. Toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation vont être bien évidemment tentées d'obtenir réparation et de demander des dommages-intérêts à leur banquier, quel qu'il soit, en se plaignant d'un manque d'information et d'une inertie dommageable. Plusieurs milliers de porteurs de Creusot-Loire pourraient ainsi se retourner contre leur banque, mais aussi des porteurs de titres d'autres sociétés en faillite qui auraient laissé des plumes, de quoi faire frissonner le monde bancaire. Mais tout n'est pas encore joué. La BNP, qui se refuse pour l'instant à tout commentaire, peut encore saisir la Cour de cassation. Aujourd'hui, les grandes banques françaises ont baissé leur taux d'intérêt, 0,35% en moyenne, ce qui les porte toujours en moyenne à 9,25%. Le ministre du Travail demande à M. Jean Didier, patron de l'une des plus importantes imprimeries de presse française, qui porte son nom d'ailleurs, de rouvrir son établissement sans préalable lundi prochain. Pour l'instant, en raison d'un différend avec le syndicat du livre, CGT, M. Jean Didier avait mis son personnel en chômage forcé, une mesure de lock-out. Cet après-midi à Paris, amorce d'un dialogue entre les contrôleurs aériens et le ministère des Transports pour tenter de trouver une solution et mettre un terme au conflit larvé qui dure depuis plusieurs mois maintenant et même plusieurs années à intervalles réguliers. Au cours de cette même réunion a été annoncé le nom de la personnalité chargée de mener une mission d'information sur l'autre conflit, le conflit à Air Inter entre les pilotes et la direction sur le pilotage à 2 ou à 3 du nouvel Airbus A320. Il s'agit de M. Jean Perlevade, un banquier très connu. Parallèlement à ce conflit, ces jours derniers, un député UDF, M. Clément, s'est demandé si l'on ne pouvait pas désembouteiller le ciel, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, en réduisant la part réservée au trafic militaire qui occupe une petite moitié, 40% de l'espace aérien, pour son seul usage. Philippe Dumez. Les avions de ligne vont-ils être obligés de voler en escadrille pour limiter les retards et mieux occuper les couloirs aériens? On peut se poser la question. De par sa position géographique, la France, en plus de son trafic déjà très important, ne peut pas refuser les très nombreux avions qui ne font que passer d'est en ouest et du nord au sud. Pour éviter les encombrements, les attentes et les retards, il n'y a malheureusement pas beaucoup de solutions. Il faudrait qu'en France, pour les jours de pointe, réduire les espaces aériens réservés à la défense. Première idée. Deuxième idée, et là plutôt c'est une interpellation. J'entends dire de la part des aiguilleurs qu'il nous manque du personnel. Alors s'il nous manque du personnel, c'est que nous avons l'espace aérien suffisant pour justement avoir le nombre d'avions et de vols nécessaires. Ou alors c'est vraiment la saturation du ciel, auquel cas le problème n'est pas de recruter des aiguilleurs du ciel. Il faudrait sortir de cette incohérence. En ce qui concerne les militaires, ils sont bien obligés de s'entraîner si un jour on avait besoin d'eux. S'ils occupent effectivement 40% de l'espace aérien, en rouge ici sur cette carte, ils affirment le libérer toutes les fins de semaine et même plus lors des gros départs. Et c'est ainsi que durant l'été 1988, l'espace sera en totalité libre pour le trafic aérien civil à partir du vendredi midi, et cela à 4 reprises. Côté contrôleur aérien, il n'y a pas vraiment pénurie d'espace, mais plutôt manque d'effectifs pour pouvoir gérer plus de trafic. Le problème est peut-être tout simplement ce que l'on appelle le syndrome de l'autoroute. Tout le monde veut partir en même temps, alors il faudra peut-être trouver un jour un bison futé des routes aériennes. Raymond Valero, le détenu qui s'était évadé de la prison de Bourg-en-Bresse dimanche dernier, a été arrêté cet après-midi dans le département du Rhône, dans le village où réside sa mère. Condamné à la réclusion perpétuelle pour viol, il s'était échappé en compagnie d'un autre prisonnier qui lui est mort pendant l'évasion. L'un des deux gardiens qu'ils avaient blessé au moment de cette évasion est aujourd'hui dans un état considéré comme critique à l'hôpital de Bourg-en-Bresse où il est toujours soigné. Les deux détenus qui se trouvaient sur le toit de la prison de la Santé à Paris réclamant la révision de leur procès ont finalement été maîtrisés ce matin à l'aube par les policiers. L'opération s'est déroulée sans incident notable. Les deux hommes ont regagné leur cellule. Et cet après-midi, le ministre de la Justice, M. Harpaillange,
visitait un centre de réinsertion à Paris chargé d'aider les détenus amnistiés après les élections présidentielles et qui sortent en ce moment de prison. Et à propos de l'affaire de la prison de la Santé, il a indiqué que la police et la gendarmerie auraient désormais la possibilité de pénétrer plus rapidement à l'intérieur des établissements pénitentiaires en cas d'incident, bien sûr. D'autres informations maintenant rapidement encore, en commençant par le lancement réussi de la fusée Ariane. C'était la nuit dernière. Serge Misret. Mission accomplie pour Ariane. Tôt ce matin, la fusée européenne a placé sur orbite 2 satellites de télécommunications, le premier pour l'ISRO, agence spatiale indienne, et le second pour Eutelsat, organisation européenne, le satellite ECS-5. Il s'agit du 6e tir réussi de la fusée Ariane. Obsèques aujourd'hui à Méun-sur-Yèvre dans le Cher d'Annie Audjean et Laurent Vigneron, les 2 jeunes gens morts dans la tuerie du City of Poros le 11 juillet dernier. Edwige Javis, ministre délégué aux Affaires étrangères, représentait le gouvernement, qui a par ailleurs publié un communiqué dénonçant les accusations dont les jeunes gens ont été victimes. Iran-Irak, la guerre continue avec l'offensive de l'Irak aujourd'hui sur le terrain pour consolider ses positions. L'Iran dénonce l'utilisation d'armes chimiques. Pendant ce temps-là, la paix, M. Pérez de Cuellar envisage de faire se rencontrer les ministres des Affaires étrangères des 2 pays. D'autre part, une mission de l'ONU se rendra demain à Téhéran pour étudier les modalités d'application d'un cessez-le-feu. 500 personnes ce matin autour des usines Renault à Billancourt, tous militants du PSO de la CGT. Ils exigent la réintégration de tous les délégués syndicaux licenciés, notamment un groupe de 10 militants dont la CGT a fait un symbole. Pour ce syndicat, tout le monde est réintégrable dans le cadre légal, même modifié par le Conseil constitutionnel. Atlanta, l'enthousiasme à la fin de la convention démocrate. Michael Dukakis, dit le Duc, longuement ovationné par les délégués. Ce sera lui qui portera les couleurs de son parti contre son adversaire républicain, George Bush. Nous vous présentons maintenant le dernier reportage que nous n'avions pu diffuser dans le cadre de notre magazine édition spéciale consacrée aux sectes et à leur influence. Ce soir, nous prenons un risque en décidant de vous présenter cette enquête. Pourquoi ce risque, Élie Vanier? Écoutez, d'abord parce que c'est notre métier. Nous sommes journalistes et nous devons informer le plus complètement possible nos téléspectateurs. Ensuite, parce qu'il s'agit d'une position de principe. En effet, si un individu ou un groupe accepte de nous donner une interview, nous estimons que cet accord est irrévocable. Nous respectons bien sûr les lois qui protègent les droits de la personne, mais à côté de ces lois existent les règles déontologiques propres à notre profession. Les ignorer reviendrait à mettre en cause une des libertés essentielles des sociétés démocratiques, la liberté de la presse. Ne parlons donc pas de secte, même si ce mot a un sens différent selon les pays. Au Japon, par exemple, une secte est un groupe religieux existant à l'intérieur d'une famille spirituelle, celle du shintoïsme ou du bouddhisme. Le Japon, justement, est de plus en plus présent en France. Par ses exportations et ses investissements, son influence apparaît aussi dans la culture et à travers des organisations comme la Soka Gakkai, à laquelle Jacques Douai et François Debré ont consacré cet excellent reportage. 8 heures du matin. Dans un immeuble moderne du 15e arrondissement de Paris, monsieur et madame Chenel se lèvent. Une journée comme les autres commence. Madame Chenel est professeure d'espagnol dans un lycée de la région parisienne. Monsieur Chenel est employé par la Chambre de commerce de Paris. Il est chargé de la formation des cadres de plus de 300 sociétés industrielles. Allez, à ce soir. 8h30. De l'autre côté de la capitale, Marie-Claude Angélique, pédiatre, reçoit ses premiers clients dans le cabinet qu'elle vient d'ouvrir. Cet après-midi, elle ira travailler dans un hôpital parisien. C'est froid, c'est tout. N'aie pas peur. C'est froid. Marie-Claude Angélique et monsieur et madame Chenel n'ont apparemment rien en commun. Ils vivent, travaillent, se distraient comme des milliers d'autres Parisiens.
12h30, la journée est terminée. Les Chesnel, comme Marie-Claude Angélique, vont prier devant un parchemin venu du Japon. Ils font partie de la Nichiren Shoshu française, ou Soka Gakkai, une église bouddhiste japonaise. Pendant 20 minutes, ils vont psalmodier une phrase, une seule phrase, et cela, paraît-il, leur donne énergie, force vitale, les protège du malheur et guérit leur maladie. Comment des gens comme eux, parfaitement intégrés dans leur vie sociale et professionnelle, peuvent-ils croire que la répétition d'une phrase peut atteindre de tels résultats? Le fait de réciter cette phrase éveillerait en nous ce qu'on appelle l'état de Bouddha. Comment une phrase Nam-myoho Renge-kyo peut-elle engendrer des effets de cette nature? Bon, c'est vrai qu'il y a un petit côté mystérieux, mystique. Bon, ça je ne le renie pas, c'est vrai, mais je pense que c'est un moyen d'utiliser cette sagesse orientale, entre guillemets, dans notre univers occidental qui est quand même, il faut l'avouer, très matérialiste, et de renforcer sa vie intérieure. Je vois des maladies qui étaient considérées comme condamnées par les médecins guérir par ce phénomène. Ma mère est ici un exemple d'ailleurs, elle accepte que j'en parle devant vous. C'était une maladie, elle avait une maladie mentale grave qui était désespérée et considérée comme, bon, elle était traitée par les médecins en attendant la mort, si je puis dire, et elle le ressentait comme ça. Elle pratique depuis 1 an et demi et vous l'avez vu, les médecins ne comprennent pas. Moi non plus, mais moi je constate et je suis heureuse qu'elle soit comme ça. On ne conçoit pas du tout la pratique de ce bouddhisme en dehors de la société. Donc chacun a un travail, chacun a une vie familiale différente et je crois que c'est très bien que les gens soient différents avec une même intention. On parle d'un même cœur dans des corps différents. Je crois que ça résume bien ce que nous faisons. Un seul cœur dans plusieurs corps et c'est justement le nœud de ce que je cherchais toujours et que je ne trouvais pas ailleurs. Et à partir de là, toute activité, quelle que soit la chose que nous puissions faire ensemble, quelle que soit la difficulté ou le caractère de certains qui sont déprimés, agressifs et autres, se passe avec harmonie. Premier détail surprenant, nous n'avons jamais pu rencontrer un membre de la Nichiren Shoshu hors de la présence d'un dirigeant de l'association. Vous n'avez pas eu crainte, une fois, d'être manipulé? Pas du tout, jamais. À l'inverse de la manipulation, au contraire, je suis de plus en plus libre et oui, c'est le mot. C'est la liberté au sens vrai du terme. C'est pas au sens politique et social. C'est dans la banlieue parisienne, à Sceaux, que se trouve le siège de la Nichiren Shoshu. Régulièrement, plusieurs centaines de membres s'y retrouvent le soir pour y répéter éternellement la même phrase miraculeuse. La Nichiren Shoshu est une association prospère. Elle possède plusieurs centres en France et ses membres, plus de 6000, sont en général des cadres ou des membres de professions libérales, moyenne d'âge 30-35 ans. Rien à voir avec les sectes regroupant les illuminés à la recherche d'une mystique exotique. Ce sont des gens sérieux, compétents, actifs, parfaitement intégrés dans la société. Parfaitement intégré dans la société, et c'est bien là le problème. Cet homme, qui ne veut pas montrer son visage ni révéler son nom, a passé ces 5 dernières années à étudier la Soka Gakkai, la Nichiren Shoshu, ses publications, sa stratégie. Pour lui, cela ne fait aucun doute. L'activité de la Nichiren Shoshu française fait partie d'un vaste plan destiné à implanter dans le monde entier une idéologie intolérante et impérialiste. Un des moyens utilisés par la Soka Gakkai pour se faire accepter, c'est son musée. Le musée Fuji de Tokyo, qui, de New York à Londres ou à Rome, il est en ce moment à Paris, expose des chefs-d'œuvre japonais ou occidentaux.
quel meilleur moyen pour être reçu par des municipalités ou par des hommes politiques de toute tendance? Et c'est ainsi que M. Ikeda, son directeur international, a été vu aux côtés d'Edgar Faure, de Jacques Chirac ou du président Reagan. Et à chaque fois, M. Ikeda n'oublie pas d'exposer parmi les toiles ou les estampes un message en apparence anodin de paix universelle et d'amour. La Nichiren Choshu française ne dépend pas de la Soka Gakkai. Donc la Nichiren Choshu française est une association à loi 1901 donc, qui est totalement autonome financièrement, administrativement de la Soka Gakkai. Donc nous sommes une association française donc, qui est organisée par des Français avec des activités françaises. Il y a quelques mois, vous étiez sur le point d'acheter un château dans les environs de Paris et on vous a accusé presque d'être les paravents de quelque chose de mystérieux et peut-être d'organisation de l'espionnage industriel. La propriété que nous avions décidé ou choisi d'acheter se trouvait à proximité du centre d'études nucléaires. Donc nous-mêmes, on ne s'en était pas aperçus. Donc effectivement, peut-être que là, il y a eu un problème. Non, mais il paraît que une des personnes qui était chargée de négocier pour l'achat du château a, semble-t-il, été surpris en train de photographier. Ah oui, donc ça, ce sont de pures affabulations. Donc il a été prouvé que cette personne-là ne faisait pas partie du tout de notre mouvement. Il était japonais, c'est vrai, il était japonais, mais il faisait partie d'une autre délégation japonaise qui était venue visiter le centre d'études nucléaires quelque temps auparavant. Et il avait été pris effectivement en train de faire des photos. Mais il a été prouvé par A plus B donc, que cette personne ne faisait pas du tout partie ni de notre association, ni de la Soka Gakkai au Japon, etc. Rien n'a véritablement été prouvé. Il est en tout cas difficile de croire que personne n'avait remarqué le centre d'études nucléaires dont l'antenne domine toute la région. À moins d'1 kilomètre, je crois qu'il y avait plus que ça, il y a 2 kilomètres, mais enfin, il y aurait eu possibilité de capter des informations sur la recherche de Bruyère. Cet homme, qui répond d'une manière un peu embarrassée, est à la fois l'un des dirigeants de la Nichiren Choshu et l'un des directeurs de la société chargée de l'achat du château, société dont un des employés a été arrêté. Une société qui d'ailleurs au Japon compte parmi ses cadres 800 adeptes de la Soka Gakkai. Dans la conversation, cet homme va également admettre que le château devait être acheté avec l'argent de la Soka Gakkai japonaise. Comment, dans ces conditions, parler d'indépendance financière ou même d'indépendance tout court? La disposition de l'NSF, quand même. Entre autres. Le château devait donc bien être acheté par la Soka Gakkai japonaise, contrairement aux affirmations du porte-parole de l'association française. Au Japon, la Soka Gakkai est un empire financier gigantesque. Elle a fondé un parti politique, le troisième du pays, et il y a 15 jours, un scandale a éclaté. Un membre du Komeito a démissionné et a accusé la Soka Gakkai d'extorquer des fonds à ses fidèles et à des sociétés industrielles. La Soka Gakkai japonaise compte plus de 15 millions de membres. C'est une véritable puissance occulte. Et même si les membres de l'association française sont de sincères adeptes du bouddhisme, il ne fait pas de doute que la stratégie de la Soka Gakkai n'a que peu de rapport avec l'expansion du bouddhisme. Et que les intérêts matériels expliquent souvent ses activités. Le sport, pour terminer, la pluie a interrompu le début de la demi-finale de Coupe Davis qui se déroule en Suède entre la France et la Suède. Dans le premier match, Yannick Noah, que vous voyez là, menait 1-7-0 contre Mats Wilander, 6-2. Et il n'en était à 4 jeux partout dans le deuxième set et il jouait très bien, malheureusement, la pluie. Et puis il y a de la voiture, Formule 1, Grand Prix d'Allemagne fédéral à Hockenheim. Aux premiers essais, on en est revenu à un ordre plus classique après l'exception du Grand Prix d'Angleterre. McLaren Honda devant Ferrari, dans l'ordre Senna devant Prost, Berger et Alboreto. Tiercé de demain, les pronostics de Pierrette Brest, tiercé écarté. Voici les chevaux conseillés par Pierrette, l'As, le 6, le 8, le 7, le 10, le 13, le 11 et le 3. Et puis, en souvenir de ce qui s'est passé dimanche dernier, le mauvais affichage,
réparé, tout le monde sera payé. Eh bien voilà où vous allez pouvoir vous faire payer. Vous allez pouvoir vous faire payer dans les points PMU du lundi 25 juillet au 31 juillet inclus. Et si vous ne parvenez pas à vous faire payer dans ces délais, si vous êtes en vacances par exemple, eh bien vous pourrez le faire par lettre, par correspondance pendant toute la durée du mois d'août à cette adresse PMU CNA 72 700 Allonne. Voilà, ce journal est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'abord une excellente soirée, ensuite un bon week-end, vous dire que tout de suite après le journal, il y a les prévisions météo de Laurent Cabrol, et puis 24 heures sur la 2 présentées par Aubry Edler. Bonsoir, bon samedi, bon dimanche. On se retrouve demain soir à 20 h.